Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième semaine des printanières. Voilà, nous allons traiter deux sujets principaux cette semaine. Le premier sujet sera sur le développement des finances, avec trois interventions. Première intervention ce soir même avec Corinne Malabeuf, qui fait partie de l'AFDAS sur le financement des formations. On aura une deuxième visio vendredi soir à 19h avec Céline Réfé de la Fédération qui interviendra sur le PSF et l'assiette de cotisation. Et enfin, on aura une troisième intervention qui aura lieu samedi matin de 9h30 à 11h30 midi avec Dominique Bernard aussi de la Fédération, ancien président du comité de l'Oise, qui interviendra sur les budgets prévisionnels en relation avec le projet club. Voilà, et puis le deuxième bloc de formation, on a eu un petit désistement ce soir. Ce sera sur l'arbitrage au féminin, une formation OTM et la préparation physique des officiels. Voilà. Donc moi, je vais commencer par me présenter parce que peut-être que tout le monde ne me connaît pas, ne m'a pas encore identifié. Je suis Sébastien Legros, je suis le nouveau coordonnateur de l'Institut régional de formation. J'ai été nommé en poste depuis le 1er septembre dans un contexte particulier, on va dire. Donc, écoutez, j'espère qu'on répondra à une partie de vos interrogations et que, en tout cas, on aura essayé de faire notre maximum pour vous proposer un maximum d'informations durant ces 2 semaines de printanière. Voilà, je vais laisser la parole à Corinne qui va vous expliquer un petit peu le contenu de son intervention et puis se présenter. J'ai juste une dernière petite chose sur le mode de fonctionnement. Vous en êtes habitués dorénavant. La première des choses, c'est de plutôt couper les micros pour éviter les interférences sonores pour le présentateur. J'ai une connexion vraiment très faible, donc je suis désolée. Allô? Voilà, je ne vous entends pas très bien, ça fait que couper. J'espère que je vais réussir. Vous m'entendez, vous? Oui, nous, on vous entend. Nous, on vous entend. Et après, la deuxième chose, c'est de poser plutôt les questions par le chat. Plutôt poser les questions par le chat, et puis moi, je ferai l'interface avec Corinne. Après, Corinne, si vraiment vous galérez avec le réseau, peut-être départagez votre écran et moi, je vais le gérer. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de bande passante sur l'image et puis le son. Voilà, je vous laisse la parole, Corinne. Oui, d'accord. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien, parce que de mon côté, je n'ai pas une super connexion, donc je m'en excuse par avance. Donc, je m'appelle Corinne Malabeuf, je suis conseillère emploi formation à l'AFDAS, votre nouvelle OPCO depuis la dernière réforme de septembre 2018. La branche sport nous a rejoints en 2019, donc bienvenue à l'AFDAS. Donc moi, je suis conseillère emploi formation sur la délégation de Rennes. Nous sommes une petite équipe de à peu près 10 personnes pour tout ce qui concerne le conseil en formation. Et puis nous avons ici à Rennes le pôle gestion de la branche sport également. Donc voilà pour l'information, ça fait partie de notre nouvelle organisation. Donc l'AFDAS a un siège parisien et puis des délégations un petit peu partout sur notre territoire national. On essaye d'être au plus près des adhérents dans tous les territoires. Donc il y a des délégations, des bureaux qui sont ouverts un petit peu partout. Donc l'AFDAS est votre nouvelle OPCO suite donc à cette fameuse réforme de la formation. Donc nous prenons la suite de Uniformation que vous connaissiez peut-être. Donc dans les grandes lignes, on fonctionne de la même façon. Voilà, si ce n'est que depuis la dernière réforme, eh bien, on ne parle plus d'OPCA, d'OPCA, donc OPCA, opérateur collecteur agréé, mais on parle désormais d'OPCO.
OPCO, ça veut dire opérateur de compétences, tout simplement. Donc l'AFDAS couvre plusieurs champs d'activité. Nous sommes l'OPCO des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Donc, vous voyez qu'on couvre beaucoup de champs. Donc voilà. Alors, c'est une cohérence de champ d'activité, une cohérence de métier. Il y a beaucoup de profils qui peuvent se ressembler. C'est des cours dans le sport. On a aussi des cours parmi nos publics qui est spécifique, que sont les intermittents, les artistes-auteurs, les pigistes. Donc voilà, il y a une espèce de cohérence de métier et de champ d'activité. Voilà pour l'AFDAS. Alors nous avons 5 missions principales. Donc c'est accompagner le développement de l'alternance, ça c'est une des grandes priorités. Et puis évidemment, vous accompagnez, vous, les structures, les entreprises, les clubs dans le développement de la formation, et particulièrement pour les petites et moyennes structures. L'AFDAS va également accompagner les branches professionnelles dans le développement de certifications donc on héberge à l'AFDAS plusieurs observatoires des métiers. Donc vous allez voir tout à l'heure dans une slide que nous sommes en train de cartographier les métiers du sport notamment. On accompagne les mutations économiques, évidemment, et on développe aussi l'accès à la formation pour, je vous le disais tout à l'heure, les publics spécifiques dont nous nous occupons, donc les intermittents du spectacle, les artistes auteurs et également les pigistes. Voilà pour nos missions principales. Alors ça, c'était pour vous présenter l'AFDAS. Je reviens sur le plan. Donc, on va voir ensemble ce soir l'AFDAS, faire un petit bilan, voir un petit peu les perspectives pour 2021, faire un petit point sur vos contributions, quels sont les critères également 2021. Je vous propose également de faire un petit focus sur le dispositif FNE formation, dont vous avez peut-être entendu parler. Un petit point sur l'alternance, l'entretien professionnel, le plan de formation, et puis vous présenter un petit peu l'offre de services et les outils mis en place par l'AFDAS. Donc voilà. Alors, donc l'OPCO, je vous en ai parlé. Alors, on va faire un petit point bilan sur l'année 2020 qui vient de s'écouler. Donc, je vous ai proposé quelques chiffres ici. Donc, en 2020, on a engagé plus de 127 millions d'euros. Donc, il y a eu à peu près presque 33 000 stagiaires de formés. Donc, c'est assez conséquent. Vous voyez que la branche sport représente plus de 20 000 entreprises adhérentes à l'AFDAS. 94% d'entre vous sont des moins de 50 salariés. 80 000 salariés environ et 86% des salariés formés sont salariés de structures de moins de 50 salariés. Donc, vraiment à destination des très petites structures. Donc ça fait partie de nos missions principales. On a financé aussi pas mal de contrats en alternance, 9 231. Vous voyez qu'on a financé 8 640 contrats d'apprentissage, un peu moins de contrats de professionnalisation. Et encore le même constat, 90% des contrats sont conclus dans des petites structures de moins de 50 salariés. Vous m'entendez toujours bien? C'est pas bien avec le micro. Il y a quelques petites coupures légères, mais globalement, on saisira. Si ça coupe assez longtemps, je vous ferai signe. D'accord, très bien, merci. Alors, donc voilà, on a financé pas mal de formations, des contrats d'alternance. On a pu mettre à disposition des structures du sport notre dispositif FNE, la subvention FNE qui était en cours sur 2020. Donc, il y a eu plus de 2 millions d'euros de financement grâce à la subvention FNE. 439 entreprises ont été accompagnées, presque 2500 stagiaires formés. Et vous voyez presque 67 000 heures de formation financées. Donc, c'est quand même intéressant et on a la volonté de poursuivre et de développer les financements grâce à cette subvention pour permettre au plus grand nombre de partir en formation, bien évidemment.
Un petit point également sur l'offre de services AFDAS. Certains d'entre vous les connaissent déjà. L'AFDAS, outre le financement des formations, propose également de financer des prestations d'accompagnement. Et il y en a eu un certain nombre déjà en 2020 qui ont été financés. Vous voyez, on a plusieurs outils, donc des appuis conseils RH, transformation digitale, RSE, rebondir, et un appui conseil à FEST un petit peu plus confidentiel, mais qu'on essaie de développer également. Et donc, vous voyez que la partie RH l'a largement emporté. Il y a eu 42 appuis conseils de financés en 2020 et ça se poursuit bien évidemment en 2021. Donc, voilà pour un petit bilan en chiffres. Juste préciser qu'il y a plus de 20 000 entreprises adhérentes au national, et sur la région Bretagne, vous êtes un peu plus de 3400 structures adhérentes sport sur la région Bretagne. On a une première question, Corinne, sur qu'est-ce que le FNE? Alors, je vais faire un petit focus dessus. Le FNE, c'est le Fonds national d'État. C'est une subvention qu'on met à disposition de nos structures adhérentes. Alors dès qu'on peut, hein, parce qu'il y a quelques petites contraintes, on va le voir tout à l'heure, mais il y a quelques petites contraintes à mettre en place pour pouvoir en bénéficier. Mais globalement, dès qu'on peut, dès qu'on a un projet de formation, un parcours de formation, dès que ça peut être éligible au dispositif FNE, eh bien on vous le propose. Voilà, donc on va faire un petit point là-dessus, mais c'est une subvention. Voilà. Donc après ce petit bilan 2020, ben, on poursuit, si vous le voulez bien, sur les perspectives 2021. Donc l'AFDAS a comme mission aussi donc d'accompagnement de la branche. Hein. Donc comme je vous le disais, on va continuer les projets de la branche sport. Quand on dit continuer, c'est qu'il existait déjà un catalogue sport. On va continuer de gérer ce catalogue sport et il est comment dire, il est transformé, amélioré, développé. L'AFDAS mène aussi des travaux avec la branche sur des CQP, des certifications de qualification professionnelle. Et puis, la nouveauté sur 2021, ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, de cartographier les métiers du sport. Ça vous aidera dans vos recrutements, sans doute. Ça vous aidera dans la rédaction de vos fiches de poste. Donc, ce sera vraiment un outil très riche qui va lister les métiers, décrire les métiers, les compétences. Donc, vous pourrez vous appuyer sur toute cette bible de la branche sport. Sur 2021, et c'est déjà fait, hein, c'est récent, mais c'est déjà fait, il y a un regroupement des activités de gestion. Donc, à Rennes, on a la chance d'accueillir le pôle sport. Donc, toute la gestion du sport au niveau national va se gérer grâce à nos équipes du pôle de Rennes. Donc, on a ici la gestion du pôle sport, la gestion du pôle hôtellerie de plein air et la gestion du pôle golf. Voilà, donc vous, au niveau du sport, eh bien, vos interlocuteurs sont rennais. Tout ça, pourquoi? Pour essayer d'harmoniser les pratiques, de réduire les délais de traitement. En tout cas, c'est la volonté, on essaye de s'y tenir. Et puis, ça permet d'avoir les mêmes interlocuteurs, les mêmes soucis de traitement. Et ce regroupement des activités de gestion, normalement, il y a eu un mailing qui a été envoyé à un grand nombre d'entreprises pour informer sur notre nouvelle organisation. Voilà. On a une activité. Je m'excuse, je vous coupe. Juste pour apporter un complément un petit peu au catalogue proposé par l'AFDAS, l'IRFBB, l'Institut régional de formation du basketball, est en train de travailler, on est en train de construire un catalogue de formation avec un certain nombre de formations qui seront inscrites au catalogue AFDAS et qui seront finançables aussi par l'AFDAS. Donc le site IRFBB, je vous l'ai mis dans les chats, va sortir la semaine prochaine et vous aurez les premières moutures des catalogues de formation proposés et pour les techniciens, pour les dirigeants et aussi pour les officiels et sur le personnel administratif aussi. Voilà, pour être complet. D'accord, bah merci pour cette précision. Donc tout à l'heure, vous allez voir les thématiques du catalogue sport, j'ai prévu sur un petit document.
Donc voilà, et puis on a aussi une activité de conseil, hein, donc on essaie de renforcer notre service de proximité, je vous le disais, hein, donc on a ouvert des bureaux, il y a une ouverture récemment à Brest, je crois qu'on a ouvert en novembre ou en décembre, je ne sais plus exactement. Donc il y a un nouveau bureau à Brest, on recrute des conseillers évidemment, et puis on essaie de consolider notre réseau des référents sport. Donc vous, sur la Bretagne, votre référent sport, bah, c'est moi-même. Donc vous aurez mes coordonnées en fin de support. Alors, on va faire un petit point sur les contributions et les critères de prise en charge pour 2021. Donc, d'abord sur vos contributions. Donc là, je vous ai mis le calendrier des contributions et de la collecte pour rappel. Donc là, vous avez pu voir que fin février, début mars, on était en période de collecte. Hein, donc c'était le solde qui était à collecter sur les salaires 2020. Et vous voyez que désormais, vous avez une prochaine étape au 15 septembre 2021, où là, il y aura un acompte à verser également pour les entreprises de moins de 11 salariés, et c'est la nouveauté 2021, d'avoir cet acompte qui va intervenir en septembre. Voilà, puis un solde ensuite en mars 2022 sur les salaires de 2021. Il faut savoir que pour l'instant on collecte, mais ensuite c'est l'URSSAF qui va reprendre la main sur la collecte. Donc il y a, ce calendrier national, hein, c'est pas l'AFDAS qui l'a déterminé, hein, c'est un calendrier qui est officiellement descendant, hein, donc on a tous à s'y tenir sur ce calendrier. Donc voilà, donc pourquoi il y a quand même cette notion d'acompte, c'est que quand l'URSSAF va finir par collecter les contributions, eh bien ça se fera mensuellement. Donc vous amenez petit à petit à prévoir les sommes à verser sur vos masses salariales. Donc je vous ai remis hein, les taux de contribution pour la branche sport. Donc pour les moins de 11 salariés en équivalent temps plein, le taux de contribution globale il est de 1,62%. Le taux pour les moins de 50 salariés, plus de 11 salariés, moins de 50 salariés, le taux il est de 1,22. Et quoi qu'il arrive, pour tous les effectifs, il y a aussi un 1% à régler pour le CPF CDD, sauf pour les professionnels. Voilà pour la formation continue. Il faut savoir que les taux légaux, c'est 0,55% pour les structures de moins de 11 salariés et 1% pour les structures de plus de 11 salariés. Donc vous voyez que la branche sport contribue plus que les taux légaux. C'est une volonté de la branche pour vous accompagner un maximum sur les projets formation. L'alternance pour tous effectifs, eh bien, c'est 0,68% de vos masses salariales donc de l'année N-1. Voilà. Donc, vous aurez ce petit calendrier sur le support. Ça, ce sont... Oui, pardon. Pardon, est-ce que vous avez déjà des questions pour Corinne? Ou est-ce que tout est clair? Donc tout est clair. Tout est clair, c'est parfait. Alors, je poursuis. Donc, vous avez vu, on a vu les contributions. Vos contributions permettent le financement de formations. Donc, on va venir financer des formations. Il y a deux lectures à avoir. D'abord, des critères sur le plan légal, c'est-à-dire le premier niveau de financement. Grâce à vos contributions, on va dire légales, eh bien, vous avez un premier budget. Ce premier budget, vous voyez à l'écran, donc il y a deux seuils. Il y a les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises de 11 à 49. Celles qui ont plus de 49 salariés, il n'y a plus de plan de formation, il n'y a plus de plan de développement des compétences. Elles contribuent à la formation, mais elles n'ont plus de plan propre. Vous avez, quand vous êtes moins de 11 salariés, vous avez un budget annuel de 3 200 €. Il y a eu pas mal de difficultés rencontrées l'année dernière sur les questions d'assujettissement à la TVA ou pas, etc. Ça a fait grand bruit.
Donc, l'AFDAS, en accord avec la branche du sport, a décidé de mettre un plafond différencié. 3 200 € quand vous êtes assujetti à la TVA, 3 350 € quand vous n'êtes pas assujetti à la TVA, mais ça encore faut-il qu'on le sache. Donc, il faut nous en faire part pour que vous puissiez avoir le bon plafond. En ce qui concerne, vous voyez, les plus de 11 salariés, vous avez un plafond à 3 800 €, 4 200 lorsque vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Ce sont des fonds mutualisés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque structure dispose d'un budget, elle l'utilise très bien, elle ne l'utilise pas, ça retourne dans le pot commun, ce sont des fonds mutualisés. Donc, on vous alerte quand même sur le fait que les modalités de financement, elles sont définies en début d'année et que tant que vous n'avez pas d'accord de prise en charge écrit par l'AFDAS, eh bien, on pourrait très bien dire, bah là, je ne sais pas, moi, il n'y a plus de budget ou on ne peut pas financer ou X raisons. Tant que vous n'avez pas d'accord écrit de l'AFDAS, vous ne pouvez pas dire que c'est validé. Et attention, les budgets, ils sont tels quels pour le moment, à date, on va dire, mais il faut aussi parfois réajuster les budgets en fonction de l'état des engagements, des dépenses. Donc, parfois, ils sont revus à la baisse, parfois, ils sont revus à la hausse. L'année dernière, par exemple, dans les offices de tourisme, il y a eu une petite révision à la hausse. Bon, vous, ça n'a pas changé, les budgets sont restés les mêmes. Donc voilà pour les critères de 2021, qui sont les mêmes que de 2020 d'ailleurs. Vous voyez ici qu'on parle de budget et on ne parle pas de barème de prise en charge. Donc, c'est un budget. Si vous avez une formation qui fait 3 200 €, bah, elle va prendre tout le budget et puis c'est tout. Bon, attention quand même à regarder le coût horaire. On est assez regardant là-dessus. Mais globalement, il n'y a pas d'interdiction par rapport à un coût horaire, sauf s'il est excessivement élevé. Voilà. Donc là, on était sur les fonds légaux de la formation, enfin les budgets qui vous permettaient, les premiers niveaux de budget. Vous avez aussi une contribution conventionnelle. Et donc, la branche sport vous propose cinq dispositifs pour développer les compétences de vos salariés. Alors, vous avez les dispositifs des actions individuelles. On va les voir ensemble un petit peu plus tard. Vous avez les dispositifs d'action collective. Le catalogue de la branche, on en a parlé. Tout ça, c'est la politique conventionnelle de la branche sport. Un petit focus sur l'appui conseil carrière sportif et entraîneur professionnel, mais comme son nom l'indique, il s'applique que pour les sportifs et les entraîneurs professionnels. Donc, je ne sais pas s'il y a des clubs ici ce soir concernés, mais voilà, c'est un appui conseil carrière qui est proposé pour cette cible-là, ce public-là. Ça s'apparente à un bilan de compétences, un conseil en évolution professionnelle, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est comme un bilan de compétences. Et voilà, c'est financé grâce au fonds conventionnel de la branche sport. Et vous voyez qu'il y a un petit rond avec les dirigeants bénévoles, on va voir aussi, mais on peut aussi financer des formations pour les dirigeants bénévoles des clubs de sport. On a une question de Michel sur qui demande le retour d'accord se fait sous quel délai? Alors, normalement, quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes, on vous demande de déposer votre demande de prise en charge en amont du départ en formation, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines avant, c'est bien. Normalement, il faut compter 8-10 jours de délai de réponse, parfois plus court, parfois plus long. Ça va dépendre si on a des informations complémentaires à vous demander. Si tout nous paraît correct, ça peut aller vite. Si on a besoin d'éléments complémentaires, ça peut retarder, mais globalement, 8-10 jours de délai de traitement. Voilà. Alors, donc, on va faire un petit focus sur dans le conventionnel du sport, vous avez les actions individuelles. Et les actions individuelles, elles sont financées de cette façon-là. On va parler de barème horaire. Vous voyez que dans le plan de la branche du sport,
ici, vous ne voyez pas de plafond, vous voyez des barèmes horaires. Donc, pour toutes les formations qui sont inférieures à 70 heures, on va être sur un financement à 40 € de l'heure. Pour toutes les formations supérieures à 70 heures, vous voyez qu'on est sur un financement qui varie entre 12 et 18 € de l'heure en fonction du niveau de formation visé. Donc jusqu'à un niveau BTS, à peu près, on est à 12 € de l'heure. Au-delà, à partir d'un bac plus 3, on est à 18 € de l'heure. Il n'y a pas de nombre limite de dossiers ni de plafond par structure. Il n'y a pas de limite en termes de nombre d'heures par action de formation. Donc c'est très ouvert. Vous voyez qu'il y a quand même des possibilités intéressantes de pouvoir partir en formation. Et vous voyez sur la gauche que c'est un dispositif mobilisable pour les salariés, oui, mais aussi pour des bénévoles ayant des missions de direction et de gestion au sein d'une structure. Par exemple, président, vice-président, trésorier ou membre d'une instance dirigeante. Donc ça, c'est valable. On peut financer des formations pour les bénévoles que si la structure est cotisante à l'AFDAS. D'accord? Donc il faut qu'il y ait au moins un salarié en fait. Et on finance ces formations pour les bénévoles uniquement si c'est en lien avec leur mandat. Par exemple, un président d'un club de basket, par exemple, qui aimerait encadrer, je dis peut-être des bêtises, mais le baby basket le samedi matin, et il veut faire une petite formation d'accompagnement d'une équipe de basket, je ne sais pas. On ne pourra pas financer cette formation parce que ça n'est pas en lien avec son mandat de président. Par contre, si ce même président nous demande un financement pour une formation à la gestion d'un club, comment communiquer pour mon club, ou en tout cas ce qui a trait au club, oui, on pourra financer. Petite question sur le statut de dirigeant bénévole. Alors, on a peut-être une partie de réponse sur le côté gauche de la slide, mais est-ce que c'est lié à une notion d'élu ou est-ce qu'un simple adhérent peut participer à des formations de dirigeants bénévoles? Non, en fait, c'est lié au mandat d'élu. En fait, la plupart du temps, on va vous demander éventuellement si vous figurez sur les statuts qui sont déposés en préfecture, par exemple. Ou alors, par exemple, ça peut être un directeur sportif qui est bénévole, mais qui a une mission d'encadrement. Ça n'est pas un simple bénévole qui n'est pas dans la liste du bureau et qui n'a pas une fonction de direction. Dominique, on a répondu à votre question? Bon. Il y a d'autres questions peut-être, non, à ce niveau-là? Dominique, mais en partie. Alors, vous pouvez brancher. Je ne sais pas si votre micro et votre caméra marchent, Dominique. Si vous pouvez poser la question directement à Corinne, ce sera plus simple. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, oui. Oui, en fait, bon, je pose cette question tout simplement, c'est lié aussi à l'autre interrogation. C'est quand on dépend d'un club, voilà, qui est totalement autonome, la question, bon, la réponse est donnée. Mais quand on dépend, quand on fait partie d'un tout, c'est-à-dire d'un club omnisport, du coup, on perd tous nos droits à la formation parce que seuls les présidents ou trésoriers, enfin les bénévoles élus, peuvent prétendre à ce droit à la formation. Alors que, bon, en l'occurrence, par exemple, moi, je suis trésorière d'une section, mais je ne suis pas trésorière du club omnisport. Du coup, je n'ai pas le droit d'accéder à quelque formation que ce soit, si j'entends bien. Alors là, c'est un point important que vous soulevez parce qu'effectivement, donc quand on est sur un club omnisport et on rencontre des difficultés avec ça depuis l'année dernière, quand on est sur un club omnisport, effectivement, chez nous, en tout cas en ce qui concerne la formation professionnelle, les contributions à la formation professionnelle, un SIREN égale un compte adhérent.
Eh oui, ouais. Et voilà. Et donc, ensuite, les différentes sections, quand elles ont le même sirène, et donc un siret des fois différent, elles ont des bénévoles élus. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'en faisant cette demande-là, en qualité de trésorière de la section je veux dire, basket, vous avez eu un refus? Ben oui, c'est-à-dire que bon, notre situation est assez particulière et très, très en déséquilibre et instable en ce moment. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, on nous rejette certaines opportunités, que ce soit d'ailleurs de remboursement ou de droit à la formation, sous prétexte qu'on n'est pas élu au bureau directeur. Voilà. Donc, Alors, on se sent un peu brimé, que ce soit pour l'accès au service civique, c'est du même acabit. On n'y a pas droit parce qu'on dépend d'une autre fédération. Enfin, bon, je ne vais pas parasiter le discours par rapport à notre particularité, mais c'est vrai que souvent les choses sont pensées pour des clubs tout à fait indépendants. Et lorsque oui, l'on est partie intégrante d'un omnisport, on est souvent laissé pour compte. Et on aimerait pouvoir interagir beaucoup plus en direct. d'accord. Alors ça, par contre, ça m'étonne parce que je pense que vous pouvez justifier votre qualité d'élu trésorière d'une section. Donc, pour moi, vous faites partie des bénévoles qui pourriez en bénéficier. Donc, je note quand même votre C'est bon à remarque savoir. et voilà. Et je vais me renseigner plus précisément et je transmettrai la réponse à Sébastien Je vous parce que là, ça remercie. m'interpelle un petit peu dans le sens où dans chaque section, il y a des élus, des bénévoles dirigeants. Et je ne vois pas là pourquoi on refuserait. Mais bon, je vais me Mais bon, renseigner et ça je m'intéresse reviendrai. effectivement. Après, voilà, donc, notre actualité fait que nous, on souhaite se séparer justement de cet omnisport pour ces raisons-là, entre autres. Ouais, bah, c'est vrai qu'on est, enfin moi j'ai accompagné quelques structures là, omnisport. C'est compliqué puisque vous avez pas enfin vous avez une certaine indépendance, mais pour le coup pour la formation vous n'avez plus d'indépendance. Et effectivement ça complique un peu les choses. La solution effectivement ce serait que chacun demande un sirène différent. Après je pense que ça peut prendre un peu de temps. Oui, puis ça reste de la volonté de l'omnisport, quoi, de toute façon. Oui, voilà. Oui, 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 où ils je pense veulent, que où c'est ils mieux. veulent pas. Je vous Donc remercie. après, de toute manière, Corinne laissera son mail et puis vous pourrez vous connecter aussi directement avec elle. Mais enfin, vous pouvez passer par moi, hein, c'est pas un souci. Très bien, merci. On a une autre question de Johanna qui pose la question si tout cela fonctionne, si on est sous la convention animation et pas sous la convention sport. Alors, oui, j'ai oublié de le préciser en préambule, mais effectivement, l'AFDAS s'adresse aux structures qui appliquent la convention collective du sport, puisque celles qui appliquent la convention animation dépendent d'uniformation. C'est par accord de branche, en fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Quand on est sport, c'est AFDAS. Quand on est animation, c'est uniformation. Voilà. C'est comme ça. Écoutez, je pense on peut poursuivre. D'accord. Alors, j'enchaîne donc sur les actions collectives. Donc, on a vu donc, le conventionnel de la branche du sport permet de financer des formations en action individuelle, mais aussi en action collective. Et ça, je pense que la plupart n'en ont peut-être pas connaissance. Donc, les actions collectives, ça s'adresse plutôt aux têtes de réseau, hein, donc les comités, les ligues, les fédés, qui se substituent à un organisme de formation et mettent en place des formations à destination des salariés des clubs et toujours la même histoire avec les dirigeants bénévoles. Mais la différence, c'est que c'est la tête de réseau qui fait la démarche administrative. Donc d'abord, la tête de réseau propose au référent sport de sa région le projet ou les projets de formation. On vérifie ensemble l'éligibilité de ces projets de formation à un financement en action collective. Si les critères qu'on va voir ensemble sont bien établis,
eh bien, on peut considérer qu'on va la passer en action collective. Ça veut dire que c'est la tête de réseau qui fait la démarche sur son espace adhérent AFDAS et les salariés, les bénévoles qui sont éligibles à ces actions de formation n'ont aucune démarche administrative à faire. Donc, ça simplifie quand même pas mal les choses pour administratives en tout cas, ça simplifie les choses pour les clubs et les salariés parfois. Mais alors, les critères pour ces actions collectives, donc c'est une tête de réseau qui va me solliciter. Et moi, je vais lui demander combien de stagiaires sont prévus. Donc, nous, on va prendre en action collective à partir du moment où on a 6 stagiaires minimum, de 2 clubs au moins minimum. Donc, 6 stagiaires à 25 stagiaires maximum, et représentant au minimum 2 clubs différents. Les actions de formation éligibles aux actions collectives, elles doivent faire moins de 15 jours et elles ne doivent pas être certifiées RNCP. RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, il faut de toute façon joindre le programme obligatoirement. Sur les programmes financés dans le cadre des actions collectives, doit figurer la mention « Cette action est financée par les fonds conventionnels de la branche du sport ». C'est important de voir que la branche s'engage aussi dans le financement, enfin beaucoup dans le financement des actions de formation. Les critères, c'est de ne pas dépasser 1 800 € par jour pour les coûts pédagogiques. On peut monter jusqu'à 2 200 s'il y a une location de salle. Voilà. Et vous avez également la possibilité de valoriser des frais annexes qui sont spécifiques aux actions collectives. Donc, et s'ils sont portés que par la tête de réseau, il n'y a aucun échange avec le club à ce niveau-là dans les actions collectives. Donc, les frais annexes possibles, nuitée 72,40 €, ça peut être un repas à 15 €, ça peut être un transport voiture, train, etc. Donc, ils sont valorisés, demandés par la tête de réseau et valorisés dans les prises en charge et du coût pédagogique et des frais annexes. Voilà, donc c'est la tête de réseau qui s'organise avec les clubs, mais c'est la tête de réseau qui passe par l'AFDAS et il n'y a pas d'autres échanges avec les clubs dans ce cadre-là. Je précise, enfin je vous l'ai mis sur la gauche là, mais quand on parle de 2 clubs représentés minimum, évidemment, c'est 2 clubs adhérents à AFDAS, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir qui sont à convention collective d'animation. Si vous n'avez que 2 clubs représentés, dont un qui est animation, ça ne marche pas. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux actions collectives. C'est pour information. C'est plutôt à destination des têtes de réseau qui peuvent communiquer dessus, sur leur catalogue formation par exemple. Ils peuvent dire quand c'est en action individuelle ou en action collective. Voilà. Ouais. Globalement, pour nous, pour situer un peu pour les clubs de basket, de ce que j'ai compris, en tout cas depuis que je suis arrivé en poste, nous, les printanières rentraient par exemple dans ces actions collectives. Bon, il y avait d'autres actions de formation, mais ça concerne plutôt l'IRFBB, et, la Ligue et les comités. Ok. Donc, je passe. Alors tout à l'heure, je vous disais donc la politique conventionnelle de la branche sport, il existait le catalogue sport. Donc là, je vous ai remis donc ce fameux catalogue sport. Dans ce catalogue sport, il y a pour le moment 17 thématiques qui sont abordées. Donc je vous les ai listées, mais évidemment, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Donc, vous voyez les thématiques, c'est écrit petit, mais je vais les lire. Donc, c'est le développement de structure, développement durable, développement de l'offre sportive, tout ce qui est tutorat, management d'une équipe, activité physique et sportive adaptée, tout ce qui est prévention et lutte contre les incivilités, contre les discriminations, tout ce qui est communication et réseaux sociaux, communication événementielle, comment faire des tutoriels vidéo, l'analyse vidéo, et l'évaluation des risques et le document unique. Donc voilà, toutes ces thématiques-là sont regroupées, sont disponibles dans le catalogue sport. Donc vous pouvez aller voir dans ce fameux catalogue s'il y a des thématiques qui vous intéressent, s'il y a des sessions qui sont intéressantes pour vous. Voilà.
Donc, ça peut aider aussi, pourquoi pas, à définir les plans de formation, à voir en fonction de vos besoins, il faut en faire part aux salariés qui parfois ne savent pas trop quelle formation ils peuvent suivre. Donc, ça peut être des idées de départ en formation, par exemple. Alors, dans la politique conventionnelle toujours, pardon. On a une question, visiblement, Eric, je ne sais pas si tu veux brancher ta caméra et puis ton micro pour interpeller. Donc, Eric, il va se présenter en fait. Bonsoir, je suis Eric Boivin, je suis le président du comité départemental des Côtes d'Armor. La question que j'avais, la suite aux actions de formation, on va dire plus collectives, Sébastien précisait que effectivement via l'IRF, enfin, les têtes de réseau comme l'IRF FBB, la Ligue, du coup peuvent être porteurs de ces actions-là. Et du coup, il précisait comité. Et pour moi, alors sauf si je me trompe, les comités n'ont pas de numéro d'agrément en tant que tel. Et donc, si on doit enfin, porter une action de formation collective, on passe par le numéro d'agrément de la Ligue, enfin, ou d'IRFFBB, ou un comité peut solliciter un numéro d'agrément direct auprès de l'AFDAS. Alors, les numéros d'agrément ne sont pas à solliciter auprès de l'AFDAS, pardon, ils sont à solliciter auprès de la préfecture. Le numéro d'agrément pour proposer des formations, c'est auprès de la préfecture. Mais effectivement, c'est préférable, il faut avoir un numéro d'agrément pour pouvoir mettre en place des formations. Donc, par contre, ça peut peut-être être un partenariat, ça peut peut-être être porté par la Ligue ou je ne sais pas quel. Il faudrait qu'on regarde ensemble. Mais, ça paraît plus logique, mais. Après, ce qui paraît logique de toute manière, c'est que l'IRFBB va être l'organisme de formation reconnu, en tout cas par la fédération et aussi par l'État, via aussi les process de qualité Calliope qui vont donner aussi accès au 1er janvier à l'AFDAS. Donc vraisemblablement, les comités pour les actions collectives devront plutôt avoir une relation étroite avec l'IRFBB et se servir, à mon avis, de ce numéro d'OF pour pouvoir avoir accès aux actions collectives. Mais bon, ça n'est que mon avis pour le moment. Je découvre un petit peu les rouages, donc, pour être honnête avec vous, mais je pense que ça me paraît logique en tout cas. Pour voir qui serait la tête de réseau et comment on peut mettre en place éventuellement ce partenariat, parce que moi, il me semble que le numéro d'agrément est indispensable pour pouvoir mettre en place une offre de formation collective. Oui, ça me paraît logique que ce soit. En plus, que nous, on serve enfin, en tout cas, on s'appuie sur les RFBB là-dessus, et là, c'était dans l'occurrence parce que j'avais, voilà, plutôt quelque chose autour de la formation des dirigeants et du comité, enfin, voilà, pour le comité directeur. Mais du coup, dans ces cas-là, ça rentrerait dans la formation des bénévoles, des dirigeants, et ça peut être une action portée par les RFBB, complètement. Oui, et que nous, on pourrait rentrer dans le catalogue IRFBB et décliner après sur les autres départements qui seraient intéressés aussi. Ouais, ok, merci. À revoir, oui. Je me note la question quand même pour vérifier tout ça. Mais... Ok. Alors, je repasse sur la dernière slide. Alors, voilà. Oui, donc je disais, dans le conventionnel de la branche sport, on a vu qu'on a possibilité de financer des actions individuelles, des actions collectives, et il y a aussi un nouvel outil, c'est l'appui conseil carrière. Donc, je ne vais pas m'arrêter trop longuement dessus parce que ça concerne uniquement les entraîneurs et les joueurs professionnels, mais quand même, il faut savoir que ça existe. Voilà, si jamais on vous en parle, c'est auprès de l'AFDAS qu'il faut se renseigner. C'est un financement spécifique, 100% financé sur le conventionnel du sport, et ça s'apparente à un bilan de compétences.
Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions particulières là-dessus, mais je pense que là, ça ne va pas parler à tout le monde, en tout cas. En tout cas, ça ne va pas être utile à tout le monde. Mais c'est pour information. Après, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de clubs qui soient concernés. On n'a pas énormément d'entraîneurs professionnels à 100%, donc ça va être à la marge. Ouais, voilà. Donc, mais bon, c'était important quand même de le spécifier, de le noter, de voir aussi que votre branche met des choses en place, des outils. Donc, ça peut être dupliqué après pour peut-être d'autres publics, je n'en sais rien. Alors, voilà, on en vient à l'activité partielle. Donc, en ce moment, on sait que vous souffrez tous beaucoup de cette période de crise sanitaire et du coup, il y a beaucoup qui sont en activité partielle et l'AFDA s'est positionnée pour bénéficier de la subvention FNE, donc Fonds national d'État, qu'on peut mettre à disposition de nos entreprises. Donc, on va regarder un petit peu les grandes lignes de ce dispositif. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner la formation des salariés en 2021 et vous aider à surmonter les effets de la crise sanitaire. Donc, il y a beaucoup d'actions de formation qui peuvent rentrer dans l'éligibilité de ce dispositif. Il faut que le club soit placé en activité partielle ou activité partielle de longue durée. Ou alors, s'il ne l'est pas, il faut qu'il démontre qu'il est en difficulté économique. Voilà. Tous les salariés sont concernés, sauf ceux qui sont en alternance, donc les apprentis et les contrats de professionnalisation. La prise en charge, elle est à 100% sur les coûts pédagogiques dès lors qu'on est moins de 300 salariés. Donc, voilà. Les frais annexes, eux, il peut y avoir une participation sur les frais annexes, mais vous voyez, c'est un forfait de 2 € de l'heure de formation. Voilà. Donc, les formations éligibles, c'est toutes les actions de formation qui prennent la forme d'un parcours structuré pour le salarié. Et ça, c'est la nouveauté par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas cette notion de parcours, donc on était un petit peu plus libre. Cette année, il nous faut vraiment un parcours de formation, c'est-à-dire que si vous nous sollicitez pour, moi, je ne sais pas, 14 heures de PAO, de façon isolée, ça n'est pas un parcours de formation. Il faudrait que là, il parte 14 heures sur la PAO et puis il a 21 heures, je ne sais pas, d'anglais. Bref, un parcours de formation, c'est ça. Il y a plusieurs notions qui sont présentées. Et pourquoi pas différents organismes de formation d'ailleurs, mais en tout cas un parcours de formation et ce n'est pas 14 heures qui vont suffire à faire un parcours de formation. Donc il faut bien structurer ce parcours-là et en avoir bien conscience. On a besoin que les programmes de formation, mais normalement c'est obligatoire, mais bon, il faut le rappeler, que les programmes de formation précisent qu'il y a un positionnement, des tests de positionnement, qui précise le contenu évidemment de la formation, mais surtout aussi qu'il précise les modalités d'évaluation. Donc, il faut vraiment un programme digne de ce nom. Après, les formations doivent répondre à certains parcours, objectifs. Donc, en ce moment, on peut trouver des compétences spécifiques Covid, par exemple. Ça peut être des formations certifiantes ou diplômantes, y compris de la reconversion dans l'entreprise, par exemple. Ça peut être des formations qui permettent d'accompagner ou d'anticiper les mutations numériques et ou écologiques. Et ça peut également être des bilans de compétences, des VAE ou le certificat CLEA. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait pas mal de possibilités. Mais toujours, j'insiste sur cette notion de parcours parce que c'est vraiment notre cheval de bataille. Alors par contre, vous voyez, les formations en alternance, les formations obligatoires, tout ce qui est hygiène, sécurité, qui incombe à l'employeur, elles sont exclues. Et tout ce qui est formation transversale et d'adaptation de poste de travail également. Donc voilà pour le dispositif FNE. C'est un budget complémentaire, supplémentaire qui vous est proposé dans la mesure où les projets de formation peuvent rentrer dans les cadres qu'on a cités. Donc
On s'y emploie d'ailleurs quand vous allez en ce moment saisir une demande de prise en charge sur notre site. Il y a une petite coche à formuler. On vous demande si vous êtes placé en activité partielle ou si vous êtes une structure en difficulté économique. Ça nous permet de repérer les demandes de prise en charge qui pourraient éventuellement bénéficier de cette subvention. On peut en louper, certains peuvent ne pas être au courant, donc ça nous permet éventuellement de récupérer des projets qui sont passés sans le conseil en amont sur le FNE. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce dispositif, mais évidemment, vous aurez mon mail sur le support et si vous avez des projets de formation qui peuvent rentrer dans ce cadre, à ce moment-là, je vous enverrai un mail d'information et surtout un petit fichier Excel à remplir pour que je puisse étudier en amont votre demande et voir si c'est bien éligible au dispositif. Question de Michel qui demande si la formation peut être prolongée au-delà de la fin de la période d'activité partielle. Oui, alors l'important c'est que la formation commence pendant l'activité partielle. Elle peut se poursuivre au-delà de la fin d'activité partielle. Par contre, il y a une date de fin de formation qui est incompressible, c'est maximum le 31 décembre 2022. Et les demandes de prise en charge, je crois pour l'instant, elles doivent nous parvenir jusqu'au 30 juin 2021. Mais ça, ce sera précisé hein, dans les éléments si ça vous intéresse. Donc en fait, un salarié dont la structure est en activité partielle, qui lui-même est placé en activité partielle ou pas d'ailleurs, il peut ne pas être placé en activité partielle, mais son club l'est, il peut commencer une formation pendant cette période-là et la poursuivre au-delà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pour le moment, pas d'autres questions. D'accord. Je précise également que les parcours de formation, c'est bien à l'OPCO d'apprécier si ça peut rentrer dans le cadre du FNE ou pas. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, certains organismes de formation mettent des encarts sur leur site en disant toutes nos formations sont éligibles au FNE. Bah oui, mais non, en fait. Hein, ce sont des parcours de formation. Donc, si on prend une formation isolée de 7 heures, bah, comme je vous le disais, ça n'est pas FNE. Donc, il faut faire attention aussi à ce qui est véhiculé. Il y a des fausses informations qui circulent. Donc, notion de parcours, oui, mais formation isolée, non. 7 heures, en tout cas, non. Donc, voilà pour le FNE, s'il n'y a pas d'autres questions. Non. Alors, le volet alternance, ça fait partie également de nos missions. On est très impliqués sur l'alternance. Donc, l'alternance, c'est quoi? C'est deux dispositifs. C'est l'apprentissage ou la professionnalisation. Donc, c'est recruter, quand on a un besoin de recrutement, on s'interroge sur le contrat qu'on va privilégier, ou de l'apprentissage ou de la professionnalisation. Donc ça va dépendre déjà de l'âge, pourquoi pas de la personne qu'on va recruter. Ça va dépendre de la formation, est-ce qu'elle était éligible à l'apprentissage ou pas. Donc l'apprentissage, on va dire, c'est plutôt de la formation initiale destinée aux moins de 30 ans, dérogation possible pour les plus de 30 ans. Et la professionnalisation s'adresse aux moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. Donc là, c'est beaucoup plus large. L'apprentissage et la professionnalisation, ce sont deux dispositifs qui se ressemblent dans le sens où il y a une alternance entre la théorie et la pratique en entreprise. Par contre, au niveau du financement, ce n'est pas tout à fait la même gestion. Sur l'apprentissage, on va être sur soit des niveaux de prise en charge, dans la mesure où, par exemple, une formation n'a pas été, entre guillemets, validée par la branche sport, par exemple. La branche sport n'a pas statué sur une formation X, eh bien, on va être sur un niveau de prise en charge pour ne pas bloquer. Par contre, si la branche sport s'est positionnée sur la formation Y, on va dire,
Et bien là, on va appliquer le coût contrat. La branche sport va nous dire, ben voilà, la formation Y, on peut la prendre à, je sais pas, 7 000 € l'année. On va appliquer le coût contrat. Ça, c'est l'apprentissage. En ce qui concerne la professionnalisation, c'est un petit peu différent. La professionnalisation, on va avoir une prise en charge au taux horaire. En fonction du niveau de formation, eh bien, ça varie entre 9,15 € et 15 € de l'heure. Voilà. Donc là, il y a une gestion un petit peu différente. Dans les deux cas, c'est un recrutement, un CERFA à renseigner, différent. Dans les deux cas, un maître d'apprentissage ou un tuteur. Dans les deux cas, la nécessité de nommer donc, ce tuteur ou ce maître d'apprentissage, de le former si on demande une aide à la fonction tutorale ou de maître d'apprentissage. Donc tout ça, voilà, ça peut être des éléments qui seront à voir avec le conseiller. Mais voilà les grandes lignes de l'alternance. Ce sont deux contrats, on va dire, cousins, mais voilà, avec une gestion un petit peu différente. Voilà. Vous avez ici les liens vers notre site internet qui parle qui vous propose des outils sur le contrat de professionnalisation, sur le contrat d'apprentissage dans le sport notamment, et puis un outil qui va vous permettre de comparer un petit peu les deux contrats, parce que parfois vous avez la possibilité et de faire un contrat et de faire un contrat d'apprentissage. Donc c'est pas toujours simple de trancher. Donc voilà, vous avez cet outil-là. On va dire que le contrat d'apprentissage, le pourcentage sur la rémunération d'un apprenti est souvent un peu inférieur au contrat de professionnalisation. Voilà. Et puis quand même dire qu'en ce moment, il y a des aides de l'État, hein, donc sur les nouveaux contrats. Donc pour l'instant, les contrats qui sont conclus jusqu'au 31 mars bénéficient, selon les conditions, de l'aide unique. Donc ça peut aller jusqu'à 8 000 € pour un majeur, 5 000 € pour un mineur sur une période de 12 mois. Pour l'instant, c'est au 31 mars. Il est possible qu'il y ait un report jusqu'à la fin de l'année, mais pour le moment, on n'a pas de texte officiel. Donc l'AFDAS n'a pas communiqué sur son site sur ce report à la fin de l'année, mais il y a de grandes chances que ça le soit. Mais bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas de texte officiel dans ce sens-là. Donc voilà, on ne s'engage pas pour le moment. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'alternance. Pour le moment, on n'a pas de questions sur l'alternance. On a une question qu'on formulera peut-être à la fin, qui reviendra un peu sur les joueurs professionnels notamment. Donc, D'accord. je pense que c'est Gaël Abbé là. Je vous propose de reposer la question à la fin pour qu'on ne perde pas le fil en fait. D'accord, du coup, je poursuis. Donc là, c'était le volet alternance. On va passer on va faire un petit focus sur l'entretien professionnel. C'est pour vous rappeler ce qu'est l'entretien professionnel et les obligations que vous avez en tant qu'employeur. Alors, l'entretien professionnel, il est obligatoire. Donc, il est obligatoire, il doit être fait tous les 2 ans et il doit y avoir un bilan qui doit être fait au bout de 6 années. L'entretien professionnel n'est pas l'entretien annuel. L'entretien professionnel, il vise à discuter avec le salarié des évolutions possibles de son poste, de parler de formation, d'informer sur le CPF, la VAE, toutes ces choses-là. Par contre, l'entretien professionnel n'a pas vocation à faire un point sur la tenue du poste. En fait, on va pas mettre d'objectif à ce moment-là. L'entretien professionnel, c'est différent de l'entretien annuel. L'entretien annuel, lui, il n'est pas obligatoire. L'entretien professionnel, lui, il l'est. Que vous ayez un salarié ou 5000 salariés, vous êtes tenu de faire passer ces entretiens professionnels. Et pourquoi on les met en place? Eh bien, ça permet d'identifier les compétences, les aspirations professionnelles et les besoins des salariés.
ça va vous permettre de définir un plan d'action autour de l'employabilité et de la qualification des salariés en lien avec les objectifs et la stratégie de l'entreprise. Donc, comme je vous le disais, ça ne concerne pas l'évaluation du travail du salarié. Ça, c'est dans le cadre de l'entretien annuel. Et encore une fois, celui-là n'est pas obligatoire. Pourquoi l'entreprise met en place ces entretiens professionnels? Eh bien, elle en a besoin pour évaluer, améliorer la performance dans l'entreprise. Donc, elle a besoin de faire un lien entre les besoins de l'entreprise et les aspirations des salariés. Et puis, ça lui permet d'avoir un éclairage sur les actions collectives et ou individuelles qu'il faut accomplir. Et puis surtout, d'être en conformité avec la législation, puisque, comme je le répète, c'est obligatoire. Donc, attention à ça. Je sais, vous nous dites souvent, parfois vous êtes juste des bénévoles, mais voilà, vous êtes des bénévoles avec souvent des responsabilités, et il faut savoir que l'entretien professionnel en est une, que vous pouvez être confronté à des sanctions s'il y a un litige. Alors attention, les sanctions sont pour les plus de 50 salariés. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un salarié qui pourrait se plaindre de ne pas avoir eu d'entretien ou de ne pas être parti en formation. Donc il faut faire attention, il faut veiller à ce que le salarié, au moins dans une période de 6 années, il ait bien suivi une action de formation. Ça, c'est important. Et puis, comme je vous le précise dans les obligations, vous voyez que c'est obligatoire pour les reprises d'activité après un congé maternité, parental ou d'adoption, après un arrêt longue maladie, ou parce qu'on a aidé un proche, ou parce qu'on a eu une disponibilité pour un mandat syndical, ce genre de choses. Donc voilà, donc un petit focus sur l'entretien professionnel, c'est important. Il doit avoir lieu, même si le salarié refuse d'y assister, il faut pouvoir justifier. Enfin voilà, il doit donner lieu à la rédaction d'un document. On ne peut pas dire, bah oui, mais nous on discute souvent, mon bureau est ouvert, on se voit à la machine à café. Non, il doit y avoir un document rédigé, parce que si vous avez un contrôle de l'URSSAF, de la directe, eh bien, il faut pouvoir produire ce document. Et donc, pas de panique pour ce document. Hein. L'AFDAS a mis en place des outils pour vous aider. Donc, vous les retrouvez sur notre site internet. Vous prenez les supports et puis vous les complétez. Il y a un guide utile à destination de l'employeur, du salarié. Il y a une grille de synthèse. Enfin bon, tous les outils sont disponibles. Mais c'est important de vous rappeler. La Ligue en a aussi, je peux vous mettre à disposition. Enfin, je peux vous le dire parce qu'on est dans les entretiens professionnels en ce moment, donc il y a des outils qu'on peut vous partager. D'accord. Bon, après, j'insiste un peu, mais c'est vrai que dans les clubs et quand je rencontre des gens, ils me disent bah oui, mais je suis bénévole. Bah oui, bénévole, mais avec des responsabilités quand même qui sont là, quoi. Donc, s'il n'y a pas de questions par rapport à l'entretien professionnel, je passe. Non, on a par contre 2 questions sur l'apprentissage. Une première de Marie-Pierre qui demande si en gros les frais annexes sur un contrat d'apprentissage peuvent être pris en charge par l'AFDAS. Par exemple, je suppose que j'ai un gamin qui est en BPGEPS à Brest et qui vient à Rennes. Est-ce que les frais de déplacement ou d'hébergement peuvent être pris en charge par l'AFDAS? Alors, au niveau des frais annexes, alors je disais sur les 2 contrats, ils se ressemblent, hein, mais il y a une gestion différente. Et notamment sur les frais annexes. Dans le cadre de l'apprentissage, un OPCO ne peut prendre en charge des frais annexes que si c'est le CFA qui les facture, déjà, d'une part, et c'est un forfait, qui est le forfait légal, c'est 6 € par nuitée et 3 € par repas, et on a le droit à 2 repas par jour. Donc 6 € par nuitée et 6 € par repas par jour. Donc ça, c'est le cadre légal. On ne parle pas ici de frais de déplacement. On peut prendre en charge des frais de déplacement dans le cadre du contrat de professionnalisation à partir du moment où le lieu de formation est distant d'au moins 50 km du lieu du club ou de l'entreprise.
dans le cadre de l'apprentissage, il n'est pas prévu de remboursement de frais de déplacement. Pardon. Ça incombe à l'employeur, c'est-à-dire que l'apprenti est un salarié comme les autres. Si le club dédommage des frais de transport à des salariés quand ils partent en formation, à ce moment-là, l'apprenti peut pourquoi pas demander, mais l'AFDAS ne les prendra pas en charge. La seule obligation de l'employeur en matière de forfait de déplacement, c'est les 50% de prise en charge sur les forfaits transport public. Mais sinon, l'apprenti, il a les mêmes droits que les autres salariés. Donc, à voir avec l'employeur. Là-dessus, l'AFDAS ne prend pas en charge les frais de déplacement dans le cadre de l'apprentissage parce que ça n'est pas dans nos obligations légales. Voilà, donc nous, on prend selon les forfaits établis, donc 6 € et 6 €. Mais pas de frais de déplacement, effectivement. Donc, c'est important de le noter. Deuxième question, Michel pose la question de est-ce que la formation DE dispensée à la Fédé peut-elle entrer dans le cadre d'un contrat d'apprentissage? En gros, est-ce qu'on peut être apprenti en DE à la Fédé? Ben oui, si la formation est éligible à l'apprentissage et que la personne a l'âge requis pour l'apprentissage, il n'y a pas de problème. Oui, après, pour répondre… Il n'y a pas de limite de niveau de formation dans l'apprentissage, contrairement à ce que longtemps les gens ont pensé. L'apprentissage, c'est aussi les études supérieures, il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, il faut que la formation, elle ait été déposée comme étant éligible à l'apprentissage. Et le DE chez nous rentrera largement dans ce cadre-là. Preuve en est, c'est que il y a beaucoup de CFA du sport. Je peux citer les clubs, par exemple, d'où je viens, de Chalon et de la JDA, pour ne pas les citer, qui ont tous les ans des apprentis en DE. Donc oui, on peut être apprenti en DE, voire même en DES. Hein. Il n'y a pas de Voilà. souci avec ça. Dernière question, cette fois-ci sur l'entretien professionnel. Qui a la compétence pour faire l'entretien professionnel? Le président? Est-ce que c'est, je sais pas, d'autres personnes? Combien de personnes peuvent tenir l'entretien? J'ai envie de dire, ça dépend comment vous êtes organisé. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, s'il y a un directeur sportif, il peut peut-être faire passer les entretiens pour l'équipe d'entraîneurs, je ne sais pas. Si j'essaie de me mettre dans la peau d'un club de basket, comment vous pouvez t'organiser? Ça peut être le président, effectivement. Ça peut être la secrétaire ou le trésorier, pourquoi pas, en tout cas membre de la direction en fait, et ça doit être de toute façon ce qu'on appelle le N+1, quoi, c'est-à-dire voilà, si il y a un relais qui est directeur sportif, il peut faire passer les entretiens aux entraîneurs par exemple. Après, ce qui est intéressant pour répondre aussi, c'est qu'on est le président qui représente l'association, qui a l'aspect décisionnel, peut-être le trésorier qui va avoir la partie plutôt financière, et puis ce serait bien aussi qu'il y ait quelqu'un qui connaisse les formations qui vont se rapporter aux salariés. Donc c'est vrai que chez nous, si vous avez un directeur technique ou quelqu'un qui connaît un petit peu l'architecture des formations, si vous avez des salariés techniciens, je pense que c'est plutôt pertinent d'avoir des gens qui connaissent un petit peu ce qui va pouvoir être proposé et pertinent aussi pour le salarié. Oui, c'est sûr qu'après, il faut être en mesure d'informer le salarié sur ses droits à la formation, un petit peu se renseigner de ce que c'est que le CPF, le compte personnel de formation, parce qu'il faut l'informer de ses droits à la formation, tout simplement. Donc, bon, là-dessus, on peut vous aider, évidemment, hein, voilà, mais oui, il n'y a pas de personne, enfin, il n'y a pas une personne dédiée, il faut juste qu'il y ait une espèce de hiérarchie quand même. Après, je pense que, Sébastien, la décision, elle n'est pas prise non plus obligatoirement, enfin, elle n'est pas prise sur ce temps-là. C'est un temps d'échange avec le salarié. Après,
comment qu'il y ait une demande d'un salarié sur voilà, j'envisage ou j'aimerais qu'on réfléchisse à. Voilà, du coup c'est noté, c'est acté, et puis la réflexion elle peut se mener en cours. Donc Oui, c'est ça, c'est un temps d'échange. Vraiment un temps d'échange privilégié entre le salarié et un membre du comité. Après, bah, voilà, oui, c'est un temps, tout à fait, vous avez raison, c'est un temps d'échange où on échange les besoins, les aspirations, les besoins de l'entreprise, les souhaits du salarié, mais par contre, ça donne lieu à la rédaction d'un document qui doit être contresigné par le salarié, de façon à ce que tout le monde soit d'accord sur ce qui s'est dit et sur ce qui s'écrit. Voilà. Mais voilà, c'est un temps d'échange, effectivement, qu'on formalise, en fait. Voilà, il n'y a pas beaucoup qui sont effectivement qui ont la compétence d'avoir la compétence de connaître toutes les actions de formation en lien avec la pratique. Donc voilà, après, un salarié veut faire voilà un truc, une spécialisation quelconque, bah du coup, ok, on en prend note et puis chacun peut aller chercher aussi de son côté. Alors si après le salarié il peut aussi venir avec un projet, avec un projet de formation, mais oui. si c'est si c'est une idée vague, bah voilà, on le note et puis bah voilà, et peut-être que ça va prendre 1 an et demi le temps de construire. Voilà, si c'est de la formation qualifiante, si c'est voilà, du coup, il y a aussi des particularités quoi. Donc oui, tout à fait. Ça peut être des projets sur le court terme, comme ça peut être un projet à long terme. Hein. Ça, c'est voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais vous allez voir que dans ce qui suit là, sur la question d'élaborer un plan de formation, bah, l'entretien professionnel il fait sens parce que c'est aussi à ce moment-là que vous recueillez les souhaits de formation. Voilà, on a plus de questions pour le moment. Donc on peut poursuivre. D'accord. Ok. Alors bah, justement, donc là il y avait une demande sur comment on élabore un plan de formation. Donc là on vient de voir l'entretien professionnel, c'est un outil préalable à l'élaboration de votre plan de formation. C'est-à-dire que voilà, au moment de cet échange, vous avez des remontées des besoins. Donc bon, il est fait tous les 2 ans. Donc voilà, vous voyez que les projets de formation, ils peuvent s'étaler sur une période un peu plus longue. Mais le plan de formation, il est intéressant d'en mettre un en place. Déjà pour situer un petit peu les besoins. Alors d'abord, les priorités de l'employeur du club. Voilà. Quels sont les besoins du club? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Et puis après, on regarde aussi les besoins des salariés. Et puis après, on essaye de faire en sorte que tout puisse se conjuguer. Donc, le plan de formation, il est fait pour permettre aux salariés de s'adapter à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Donc, l'employeur a bien cette obligation de veiller au développement des compétences et au maintien de l'employabilité du salarié. Donc, pour vérifier tout ça, le plan de formation, il est un super outil. Donc, c'est un outil de gestion. Voilà. Il rassemble toutes les formations en cours et à venir sur l'année ou sur les 2 années. Il permet de piloter les projets de développement et d'adaptation du club, pourquoi pas, des compétences, de les budgétiser dans un temps donné. C'est important quand on vous demande, tiens, moi j'aimerais partir en formation, c'est important de demander des devis. Ça vous permet aussi de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget. Pourquoi en mettre le bas? J'y ai répondu, de toute façon, c'est pour veiller à l'adaptation au maintien dans l'emploi. Parfois, il peut y avoir des négociations collectives ou un dialogue social sur le thème de la formation, donc c'est pour répondre aux obligations. Et puis, il est important de réaliser les entretiens professionnels voilà, pour pouvoir mettre en place ce plan de formation. C'est intéressant d'avoir un plan de formation. Moi, en général, quand je discute avec les entreprises ou les clubs qui nous sollicitent pour des prises en charge de formation, souvent, je demande s'il y a un plan de formation qui est fait parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble.
Ça permet d'essayer d'optimiser les budgets, pourquoi pas de repérer des formations qui seraient peut-être éligibles au compte personnel de formation, selon les cas, même si, je rappelle, que le CPF, c'est le salarié qui le mobilise et c'est lui seul, on ne peut pas lui imposer de le mobiliser. Mais bon, s'il y a un souhait énorme de partir en formation et que la formation est éligible au CPF et que le budget du club ne permet pas de tout financer, c'est un levier, on va dire c'est un levier. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un levier. Donc ça nous permet de repérer les formations qui seraient éligibles au CPF, repérer celles qui, pourquoi pas, relèvent d'une reconversion, j'en sais rien. Nous, parfois, on a des subventions, ça nous permet de repérer pas mal de choses. C'est pour ça qu'un plan de formation, c'est intéressant pour nous, pour vous aider à vraiment optimiser les budgets et à essayer de faire en sorte de financer le maximum de formations. Donc voilà, on se doit de permettre la formation à nos salariés. J'avais un petit exemple, quand on achète une nouvelle machine, eh bien, il faut absolument faire faire une formation aux salariés pour qu'ils s'approprient cette machine. C'est une adaptation nécessaire qui permet aux salariés de développer leurs compétences et voilà, d'avoir une meilleure productivité. Donc voilà, c'est important cette mise en place de formation et de les lister dans un plan de formation. Alors là, je vous ai mis un petit focus. Bon, après, voilà, hein, un plan de formation, normalement, s'il est bien fait, il devrait contenir à minima la stratégie de l'entreprise. Rappelez le contexte, pourquoi on va faire telle ou telle formation, pourquoi le club a besoin de ces formations-là. Donc, on explique, on justifie. On précise la typologie de la formation, c'est-à-dire est-ce que c'est une adaptation au poste, est-ce que c'est du développement de compétences, est-ce qu'on évolue vers un autre poste. Voilà, on peut le préciser. D'ailleurs, on vous le demande quand vous faites votre demande de prise en charge sur notre site, on vous demande de préciser ces éléments. L'intitulé de la formation, évidemment. Quels sont les objectifs de cette formation? Voilà, être capable de faire ci, savoir faire ça. Des verbes d'action pour préciser les objectifs, c'est bien. Qui sont les collaborateurs concernés? Quelles fonctions ils occupent? Quelle est la durée de la formation? C'est bien d'avoir les dates prévisionnelles et puis, je vous disais, d'obtenir les devis. Ça nous permet de chiffrer un minimum. Et puis, vous pouvez prévoir une case mode de financement. Est-ce que c'est l'OPCO qui peut financer ça? Est-ce que c'est le club qui va financer ça? Est-ce que si c'est vraiment pas dans les priorités, ça va être, on va dire aux salariés, non, ça va être de l'autofinancement ou du CPF ou la reconversion, pourquoi pas. Donc voilà, un plan de formation, c'est déjà pas mal si il contient ces éléments-là. C'est juste un exemple, il y en a plein d'autres, mais voilà, ça vous donne un exemple de contenu. Donc là, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au plan de formation. Non, pour le moment, on n'a pas de questions pour le plan de financement. Ok, alors j'enchaîne sur l'offre de service AFDAS. Alors, ici, je vous ai mis un petit pêle-mêle de l'offre de service AFDAS. Donc, on est à votre service pour, vous voyez, donc pour vous aider à recruter vos futurs salariés alternants. Donc voilà, donc selon le besoin, c'est vous accompagner avec les leviers existants en amont du recrutement. Donc parfois, ça peut passer par des POEC, des préparations opérationnelles à l'emploi collective, quand par exemple une personne est demandeuse d'emploi et que il y a un besoin de la branche qui est identifié. Voilà, il y a un gros besoin qui est de recruter des managers marketing sportif, par exemple. Il y a des gros besoins d'identifier, mais peu de recrutement. Alors, on peut solliciter Pôle emploi, un organisme de formation dédié, recruter en nombre des demandeurs d'emploi, les former
et ensuite pouvoir les recruter, enfin les placer dans des clubs en fait. Voilà, c'est ça une POEC. Ou alors les recrutements, c'est les contrats pro et les contrats d'apprentissage. On peut vous aider à financer et assurer le suivi de vos projets de formation. Bon, ça, on l'a développé, mais voilà, il y a un portail sécurisé, c'est beaucoup dématérialisé, c'est de la gestion administrative, la subrogation de paiement, voilà, donc c'est tout ça. Développer les compétences de vos équipes, on a pas mal d'outils pour ça, donc on a des appuis conseils à votre disposition. J'en ai parlé un petit peu au début, donc je rappelle les appuis conseils RH, transformation digitale, RSE, l'appui conseil rebondir notamment font partie des outils pour développer les compétences des clubs, des salariés. On a les observateurs des métiers, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait cartographier les métiers du sport. Bon, ça vous permettra aussi d'avoir des fiches complètes. Donc, vous aurez un profil, vous aurez un besoin, vous irez consulter les fiches. Je ne sais pas, moi, un entraîneur de tel niveau doit être en capacité de faire ça. Moi, mon entraîneur, son niveau, c'est ça. Entre les deux, il y a peut-être un programme de formation à mettre en place. Voilà, ça va servir à ça aussi de cartographier les métiers, d'avoir des fiches de poste bien rédigées et bien complètes. On a des guides sur notre site sur pas mal de choses, des kits ressources méthodologiques également que vous pouvez consulter en libre accès. Et puis, on peut vous aider à mettre en œuvre un projet RH sur mesure. Oui, il y a des projets spécifiques qui peuvent être demandés, développement de certification. Alors, on a des équipes dédiées là-dessus, donc tout ce qui est certification de formation, on va plutôt avoir un service parisien qui sera sollicité sur ces questions-là. On peut aussi accompagner les organismes de formation sur la certification Calliope. Enfin voilà, on met toutes les forces vives de l'AFDAS à disposition de projets particuliers en fait. Voilà. Donc voilà pour l'offre de services. Et voilà, donc un petit focus effectivement sur les appuis conseils dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est important pour vous de les connaître. Ce sont des sacrés outils mis à votre disposition. En fait, c'est quoi? Ce sont des prestataires qui ont répondu à un appel d'offres, qui ont validé un cahier des charges qu'on met à votre disposition. C'est un consultant qui vient dans l'entreprise, dans le club, pour faire un travail avec vous. Donc le travail, c'est soit c'est un appui conseil RH, par exemple, vous avez besoin de maintenir, développer la performance de votre entreprise, améliorer vos pratiques RH, adapter vos ressources à vos besoins, développer les compétences des collaborateurs. Ça, c'est de la RH. Eh bien, le prestataire vient chez vous, il va vous aider à faire le point sur tout ça. Il va vous proposer un plan d'accompagnement, un plan d'action et le financement est 100% pris en charge par l'AFDAS et ses partenaires financiers. Il n'impacte pas le budget formation du club, c'est 100% financé. Donc c'est très intéressant, donc maximum 5 jours d'accompagnement. Répartis entre 4 et 6 mois de période, mais je répète, c'est 100% financé. Donc on a l'appui conseil RH, on a tout ce qui est transformation digitale, donc voilà, décidez de vos priorités d'action. Je ne sais pas, vous voulez changer, modifier le site internet, l'améliorer, voilà, toutes ces questions digitales peuvent être vues au moment de cet appui conseil. Tout ce qui est RSE, donc tout ce qui est fait pour initier, valoriser votre démarche RSE, pour gagner en visibilité, valoriser la marque employeur, pourquoi adhérer à votre club plutôt qu'à un autre, qu'est-ce que vous faites comme action, est-ce que vous êtes, sensibilisé sur le sport adapté, est-ce que vous faites des actions en faveur de, je ne sais pas moi, des jeunes, des demandeurs d'emploi, enfin bref, toutes ces choses-là peuvent être vues dans la démarche RSE. L'appui conseil rebondir, c'est le petit nouveau. Il a été créé pour répondre à la crise économique,
vous permettre d'aller vite sur cette appli, enfin d'aller vite, oui, d'avoir un format adapté à votre besoin pour redémarrer l'activité en période de crise. Donc c'est un peu comme les autres appuis conseils, sauf que le format il peut être adapté et plus agile en fait. Voilà. Et ça concerne les entreprises de moins de 250 salariés. Donc voilà pour les appuis conseils. Ça, ce sont des outils qui sont vraiment très appréciés par tous ceux qui les ont suivis. Et ces outils sont, comment dire, réévalués, améliorés au fil des années. Au départ, ça a commencé avec la branche spectacle vivant. Il y a eu un outil qui a été mis en place pour 3 jours et au gré des besoins, des retours, des remontées de ceux qui en avaient bénéficié, eh bien, cet appui conseil a été étendu à 5 jours et du coup est proposé à toutes nos branches vu l'intérêt et l'attractivité de ce dispositif. Et donc, en tant qu'adhérent sport, vous y êtes bien évidemment éligible. Alors voilà, donc là, on a vu toute la partie, théorie de la formation, donc tout ce qui est financement de la formation professionnelle, alternance, etc. Vous avez pu voir depuis quelque temps que l'AFDAS s'est doté d'un nouvel outil qui nous a causé bien des tourments, voilà, donc, mais qui est mis en place pour faciliter les échanges avec l'AFDAS et donc normalement le but du jeu c'est que on gagne tous en productivité. Voilà, donc le nouvel outil c'est Maya comme MyAFDAS et donc désormais tout est dématérialisé. Donc toutes vos demandes de prise en charge, toutes vos démarches doivent se passer sur ce support Maya, sur ce nouvel outil. Donc, comment vous... Alors, si vous êtes déjà adhérent, bon, pas de souci, vous avez normalement vos identifiants de connexion, mais comment vous y accédez? On a souvent ces questions-là. Donc, vous allez sur www.afdas.com, vous tombez sur le site internet de l'AFDAS et vous avez cette page-là avec le bandeau orange et en bas, vous avez un carré noir, accéder à votre espace. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur se connecter. Et puis là, on va vous demander vos identifiants. Donc, soit vous les avez, vous les mettez. Et sinon, eh bien, vous répondez inscrivez-vous en bas à droite de la fenêtre de login. Voilà, donc soit vous vous connectez parce que vous connaissez vos identifiants. Donc, sur le nouvel outil, vos identifiants ne sont pas les mêmes que l'ancien outil. Vos identifiants, c'est votre architecture mail, normalement, suivi de .A comme adhérent et le numéro adhérent. Ça, c'est votre nouvel identifiant de connexion au nouveau portail. Et ensuite, vous mettez le mot de passe que vous avez choisi. L'ancien système sur lequel vous avez pu, pourquoi pas, déclarer vos contributions de salaire, l'ancien système, lui, ça n'est pas du tout le même mode de connexion. C'est votre numéro adhérent et votre sirène. Et l'outil de déclaration des contributions, on nous demande souvent, mais pourquoi vous ne l'avez pas développé dans le nouvel outil? Ça aurait été plus simple. On ne l'a pas développé parce que l'URSSAF va reprendre la collecte des contributions et donc, voilà, on n'a pas souhaité développer cet outil pour une année. Donc, oui, c'est pas simple. On est sur 2 outils de gestion. L'un, l'ancien site pour déclarer vos contributions et pourquoi pas avoir l'historique de vos demandes de 2019, mais le nouvel outil à partir du 1er janvier 2020 avec les nouveaux identifiants. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère. Voilà. Vous avez sur notre portail adhérent, donc quand vous vous connectez, toujours sur www.afdas.com, accéder à mon espace, vous avez la possibilité de cliquer sur suivez le guide par exemple, et vous avez un certain nombre d'outils. Donc on a des tutoriels de présentation du portail, on a les différents webinaires qui vous sont proposés, on a des tutoriels de saisie de factures pour tout ce qui est frais annexes, remboursement,
de facture entreprise. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'outils. Alors, normalement, ils ne sont pas trop difficiles d'accès. Bon, après, certains se plaignent un petit peu des chemins d'accès, mais bon, à ce moment-là, vous revenez vers nous pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Et voilà, là, ça, c'est tout nouveau. Je vous ai mis ça. En fait, jusqu'à présent, quand vous n'étiez pas adhérent, on vous demandait de remplir un formulaire en ligne et de l'envoyer au service qualification. Désormais, vous pouvez adhérer directement depuis le site en vous connectant au portail adhérent et en renseignant votre numéro de SIRET et de convention collective. Et vous cliquez sur « Inscrivez-vous ». Et ensuite, le relais est pris par le service qualification qui vous envoie les éléments pour vous inscrire. Voilà, donc vraiment grosse dématérialisation. Ça n'empêche pas hein, de temps en temps qu'on puisse vous conseiller par téléphone, mais privilégier l'espace adhérent et tous les formulaires de contact qui ont été développés récemment, puisque les formulaires de contact vous permettent d'arriver au service adéquat. C'est-à-dire que moi, souvent, on m'appelle pour des questions de facturation, de frais annexes, etc. Je ne suis pas la plus compétente pour ces questions de comment on enregistre les frais annexes, comment on saisit une facture. J'ai des collègues qui sont bien plus compétents que moi là-dessus. Donc, quand vous formulez une demande, eh bien, vous choisissez le motif de votre demande et ça arrive directement dans le service concerné qui vous rappelle si vous avez demandé à être appelé ou qui vous envoie un tutoriel ou qui vous dépanne. C'est selon les cas, mais voilà, essayez de privilégier ces formulaires-là pour un meilleur suivi et une réponse un peu plus rapide dès lors que les bons interlocuteurs sont bien qualifiés. Donc voilà pour l'adhésion. Et puis, je vais bientôt avoir terminé. Donc ici, je vous ai mis les contacts en région. Donc, je vous ai mis mon contact. Donc, c.malabeuf@avdas.com puisque je suis la référente sport sur la région Bretagne. Avec une petite précision quand même, j'ai un collègue Sylvain Struyou qui est dédié sur le département Finistère. Voilà, donc lui, il s'occupe également de la branche sport, mais sur le 29. Et moi, je m'occupe du sport sur le 22, le 56 et le 35. Voilà pour les interlocuteurs. Et puis, évidemment, sur les formulaires de contact que vous avez à votre disposition. Voilà, moi, j'ai terminé la présentation, ce qui me semblait important de vous donner ce soir. Après, évidemment, ça peut être complété par des échanges téléphoniques ou mail. Oui. Voilà. Même là, on a plusieurs questions, donc on peut peut-être revenir sur la question qu'on avait mis en suspens tout à l'heure de Gaël. C'est ça, si vous voulez brancher votre micro, Gaël. Ouais, non, c'est sur un slide qu'il y a eu, mais c'est pour ça que en réfléchissant c'est sur le parcours, le suivi, si on a par exemple quelqu'un qui arrive chez nous, comme ça peut arriver, qui sort une joueuse ou un joueur qui sort d'un centre de formation et voilà, qui sait pas quoi faire. J'ai vu un slide qui avait un suivi de formation, mais peut-être que quand on aura le retour de ça, je reviendrai là-dessus et je poserai la question à l'AFDAS le moment venu. Vous faites pas allusion à l'appui conseil carrière là dans ce cadre-là? Oui, c'est ça. Ouais. Alors les jeunes des centres de formation ne sont pas éligibles à l'appui conseil carrière. Non, pas centre de formation, un professionnel qui arrête, qui va dans une assoce et qui retombe en milieu amateur et qui veut se reconvertir, soit voilà, sur un plan de carrière, voilà, un projet de vie et tout ça. Oui, alors il peut être éligible pendant quelques temps, mais bon, à ce moment-là, vous pouvez revenir vers moi par mail et je vous enverrai la barrière de l'âge. Les éléments d'information. Il n'y a pas de barrière.
Il n'y a pas de barrière d'âge. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Si, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de barrière. Non, non, non. Par contre, D'accord. alors, je n'ai pas les éléments sous les yeux là, mais il y a une notion d'éligibilité, c'est-à-dire que on s'adresse aux entraîneurs pro, aux joueurs pro en activité pour prévoir l'après-carrière. Et pour ceux qui ont arrêté, il y a un délai entre la fin de leur contrat pro et la possibilité de se faire accompagner. Il y a un certain délai à respecter, je ne sais plus combien de mois, je vous redirai ça. Et s'ils ne sont pas éligibles à l'appui conseil carrière, il y a toujours la possibilité de bénéficier d'un accompagnement dans le cadre d'un bilan, d'un conseil en évolution professionnelle, pourquoi pas. Oui, si l'appui conseil carrière ne peut pas être saisi, il y a d'autres solutions. Merci. Autre question, Madame Guilvin, si vous voulez, je ne sais pas si je prononce bien, si vous voulez brancher votre micro pour poser votre question sur le contrat pro. Oui, bonjour. Quand on a un contrat pro, est-ce qu'on doit faire un plan de formation? Parce que c'est un peu. Il est considéré comme salarié ou pas? Alors, la personne qui est en contrat de professionnalisation est considérée comme salarié, oui. Mais s'il est en contrat de professionnalisation, ça veut dire qu'il suit déjà une formation en alternance. Oui. Donc, en fait, il ne va pas être forcément prioritaire sur votre plan de formation puisque, par définition, il est déjà en formation. D'accord. Et il doit avoir comment dire, on doit faire un entretien professionnel aussi? Bah oui, au même titre que les autres salariés, finalement, il est salarié lui également. Donc, au bout de 2 années, par exemple, s'il reste dans le club après son contrat, oui, il doit bénéficier d'un entretien professionnel. D'accord. Merci. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à formuler à Corinne en branchant directement votre micro? Moi, j'avais bien. une question. Alors, on va laisser, oui, Madame Guilvin, et puis après on donnera la parole à notre intervenant. Les cotisations, hein. Oui. On a reçu un message de votre part et Oui. normalement, on devait recevoir un courrier. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un courrier sur quoi? Alors, pour la déclaration des taxes d'apprentissage. Oui. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas le courrier. J'ai pas reçu le courrier du tout parce que je suis la trésorière. J'ai pas reçu du tout de courrier pour pouvoir remplir. Alors, il n'y a pas de, enfin, je ne sais pas si je comprends la question, mais il n'y a plus de bordereau de déclaration papier. Il faut vous rendre sur le site internet de l'AFDAS. Il y a eu pas mal de mails qui ont été envoyés. Il y a une campagne collecte. Il y a eu des mails d'envoyés à nos adhérents pour rappeler c'était la période de la collecte, qu'il fallait se rendre sur l'outil de gestion des contributions qui s'appelle GlobalDeck. Et vous y avez accès quand vous allez sur le site de l'AFDAS, www.afdas.com. Et quand vous arrivez sur ce site, en haut à droite, vous avez un petit bonhomme. On vous dit « Connectez-vous ». Alors là, vous vous connectez avec votre numéro adhérent et votre sirène et vous avez accès à la déclaration des salaires. Mais il n'y a plus de bordereau papier, si c'est ça la question. Oui, parce que j'avais reçu un mail de l'AFDAS et c'est marqué comment déclarer votre taxe d'apprentissage en 2021 et c'est marqué vous avez reçu récemment un courrier. Les courriers, non, il n'y a plus de courrier papier. Les contributions et la taxe d'apprentissage sont à déclarer en même temps. C'est d'ailleurs une déclaration globale, d'où le nom GlobalDeck d'ailleurs de notre outil.
vous enregistrez votre masse salariale, vos effectifs, et ça vous calcule la contribution sur la formation et la contribution pour la taxe d'apprentissage lorsque vous y êtes assujetti. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Madame Le Goff, si je ne me trompe pas, c'est vous qui aviez pris la parole. Non, je n'ai plus de questions, tout est clair. Tout est clair, très bien. Eh ben, parfait. Ça veut dire que l'exposé a été bien fait. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça fait beaucoup d'informations à digérer, je pense. Ouais, c'est assez dense, c'est pour ça aussi. Ouais. Bon, après, de toute manière, encore une fois, l'enregistrement de la visio plus le document fourni par Corinne sera disponible. On va travailler d'ici, je pense, une petite semaine, voire 10 jours max. On mettra tout sur le nouveau site de l'IRFBB pour le lancement de site de l'IRFBB et je vous enverrai tout par mail. Et puis, vous aurez aussi les coordonnées de Corinne sur le document ou à la demande pour que vous puissiez directement formuler vos questions s'il y en a. Et puis après, le site qui fera référence, c'est avdas.com. N'hésitez pas à aller dessus, c'est très riche. Voilà, c'est en très tout cas, riche. Alors, c'est très riche, c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu s'orienter dessus. C'est juste ça, mais c'est un petit coup à prendre, je pense. voilà, mais je voulais en tout cas vous remercier, Corinne, pour la qualité de l'intervention et puis pour votre disponibilité. J'espère que le module aura été utile à tout le monde, enfin aux gens qui ont participé en tout cas. Et puis voilà, on souhaite pouvoir faire les prochaines printanières ou les prochaines rencontres en présentiel. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous vendredi soir à 19h. On parlera de l'assiette de cotisation et du PSF avec Céline Réfé de la Fédération. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci encore et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.